Attention, cette vidéo mentionne des faits de diffamation, harcèlement, islamophobie, masculinité toxique, misogynie, paternalisme, homophobie, trafic d'enfants, violence faites aux femmes. Disons, de manière purement hypothétique, que nous sommes super fans de cette youtubeuse féministe qui fait de la critique des médias. Et disons aussi que, comme nous sommes des êtres humains qui avons grandi avec Internet et les réseaux sociaux, chaque fois qu'elle publie une vidéo, nous la relayons sur nos différents réseaux. Et on s'est aperçu qu'à chaque fois qu'on parle positivement de son travail, beaucoup de gens viennent d'on ne sait où pour hurler le même genre de choses. En général, ça commence avec des phrases du style « Comment pouvez-vous soutenir cette arnaqueuse qui a volé des milliers d'euros à ses abonnés ?» Et nous répondons « Non, elle n'a rien volé. Elle a mené une campagne de financement participatif à laquelle les gens ont contribué volontairement. Par ailleurs, les contributeurs semblent apprécier ce qu'elle a fait de leurs dons. » Et ils disent « Ouais, elle a demandé 100 000 euros pour un petit projet de merde. » Et nous répondons « Non, elle a obtenu 100 000 euros parce que les gens aiment son travail et lui ont donné plus que ce qu'elle a demandé. Mais sa demande de base était de 10 000 euros. Et combien de fois as-tu donné ce chiffre aux gens sans avoir vérifié tes sources ?» Et ils disent « Ouais, elle a demandé 10K et ensuite n'a rien terminé du tout. » Et nous répondons « Non, elle a fini son projet il y a peu, mais évidemment que ça a pris du temps. Elle a obtenu 10 fois plus d'argent que prévu. Elle était un peu obligée de faire un projet plus gros, sinon ça aurait été s'enfuir avec 90 000 euros. Bon, à ce moment-là de la conversation, on a déjà constaté que la position de notre interlocuteur a évolué de « elle a volé 100 000 à ses fans » à « elle a demandé trop d'argent au départ » à « elle a pris trop de temps pour finir le travail ». Comme s'il s'agissait du même argument. La conversation suit le schéma suivant. Il dit quelque chose de court, cinglant et faux. Nous fournissons une correction détaillée de ses propos. Il dit quelque chose de court, cinglant et faux, et le cycle se répète encore et encore. C'est une technique couramment utilisée par les réactionnaires. Si on parle des élections, on nous dit qu'on vote à gauche parce qu'on a un père réac qu'on déteste. Si on parle de la liberté pour les femmes musulmanes de se voiler ou non si elles le souhaitent, on nous accuse d'être misogynes et de soutenir la charia. Ou alors, on se fait traiter d'hommes soumis parce qu'on laisse sa compagne parler de féminisme sur Internet. Ces personnes, prétendant débattre sur la base d'idées franches et claires, passent beaucoup plus de temps à formuler des accusations qu'à poser des questions. Car, pourquoi nous demander notre opinion quand il suffit de faire semblant de nous expliquer ce qu'on pense ? Cet interlocuteur s'adresse à une caricature de notre opinion, à un homme de paille. N'hésitez pas à consulter cette vidéo pour en savoir plus. Et si on ne se donne pas la peine de les corriger, ça doit être parce qu'ils ont raison. Et nous ne sommes pas naïfs, on voit ce qui se passe ici. Ce n'est pas une conversation, ni même un débat. Non, c'est une affaire de cases. Quand nous faisons preuve d'honnêteté, mais qu'ils ne sont pas d'accord, et surtout si nos arguments ont plus de substance que les leurs, ils trouvent une raison pour ne pas nous écouter. Comme ils n'arrivent pas à s'attaquer à notre discours, ils tentent de s'attaquer à notre personne pour nous décrédibiliser. Ils nous font passer pour des personnes qui ne sont pas fiables, qui ne peuvent pas être prises au sérieux. Et c'est là qu'interviennent les cases. Féminisme malhonnête, faux progressisme, gauchiste par provoque contre son papa. Pour eux, les personnes correspondantes à ces stéréotypes ne sont pas crédibles et ne doivent pas être écoutées. Et tant qu'ils continuent de croire à ces stéréotypes, ils ne risquent pas de changer d'avis. Rien dans cet échange ne ressemble à un débat. Ils cherchent à nous décrédibiliser pour justifier que nous ne sommes pas dignes d'être écoutés. Forcément, notre premier réflexe est d'essayer de contredire leurs accusations. En fait, mon père était un syndicaliste hippie qui s'est fait réformer du service militaire et me disait tous les jours qu'il m'aimait. À vrai dire, je suis athée et je soutiens également les femmes qui luttent contre les islamistes au Moyen-Orient. Donc, je ne milite pas pour que les musulmanes portent le voile, mais simplement pour que des gens arrêtent de dicter aux femmes comment elles doivent s'habiller. Et pour ce qui est du rapport à ma femme, je considère qu'en 2022, ce n'est pas être un homme soumis que de laisser sa femme s'exprimer librement sur les sujets qui l'intéressent. En somme, je refuse d'entrer dans ta case. Si vous arrivez à leur prouver qu'ils ont tort, s'ils ne peuvent pas vous discréditer si facilement, ils devront répondre à vos arguments, sauf qu'ils ne le feront pas. Cette attitude accusatrice et de mauvaise foi ne faiblit jamais.
Parce que la technique argumentative des réactionnaires consiste à ne jamais être sur la défensive, à pratiquer ce que l'on appelle l'inversement accusatoire. Ne vous méprenez pas. Attaquer les gens sur ce qu'ils sont en les accusant à tort, c'est un truc qu'on fait tous et toutes. Cette technique est populaire car elle est réconfortante. En effet, elle permet d'éviter de se questionner face à des idées pouvant mettre mal à l'aise, voire carrément blesser. Seulement, cette technique n'est pas valable dans le cadre d'un débat. Elle laisse de côté le sujet du débat pour s'orienter vers la valeur morale des personnes qui y participent. Êtes-vous digne ? Êtes-vous fiable ? Êtes-vous légitime pour parler de politique ? Êtes-vous moralement absolument et totalement parfait en tout point, de manière à ce qu'on ne puisse rien vous reprocher et que votre sainteté vous donne le droit de vous exprimer publiquement ? Voilà la direction que va prendre le débat. Face à cela, il existe une stratégie qui consiste à ne jamais jouer en défense. Et cette stratégie a moins à voir avec la qualité des arguments qu'avec l'attitude. De notre point de vue, le débat au sujet de la youtubeuse féministe est une vaste blague. Ce type ne sait pas de quoi il parle. Il débarque dans la conversation sans jamais étayer ses accusations avec des preuves. L'échange consistait à lui expliquer qu'il ne savait pas de quoi il parlait, en lui démontrant point par point que ce qu'il disait était faux. Ne jamais jouer en défense est une stratégie qui, plutôt que de se concentrer sur le langage, se concentre sur la posture, sur le ton de la voix, le choix des mots, ou même les expressions de nos visages. Si vous plissez vos yeux à moitié et ne vous concentrez pas sur les mots, mais sur le flux de la conversation, vous pouvez voir la dynamique qui est en jeu. Il dit sa phrase courte et cinglante, et nous donnons notre réfutation détaillée. Ensuite, il relève un seul point précis dans notre réponse et s'attaque à ce point comme étant le nouveau sujet. Maintenant, pour la plupart des spectateurs et spectatrices extérieurs, il est toujours dans l'action et nous ne faisons que réagir. Peu importe ce qu'il dit, il présente tous les signes extérieurs de la victoire. Si on reprend les deux systèmes de pensée de Kahneman, le système de pensée analytique du cerveau des spectateurs et spectatrices analyse que notre interlocuteur abandonne 90% de notre argumentaire et ce faisant, il concède avoir perdu le premier tour de la discussion. Mais le système de pensée le plus rapide dans tous les cerveaux humains remarque que c'est lui qui fait toujours les accusations. En d'autres termes, il est toujours en position dominante, ou plutôt devrions-nous dire, il est toujours en attaque. Donc, à un niveau purement émotionnel, il donne l'impression d'avoir raison. Et ce genre de débat se déroule souvent en public. C'est important pour la suite. Parce qu'il s'agit d'une technique qui implique de parler moins à l'autre personne qu'aux personnes qui regardent, aux lecteurs et lectrices ou aux spectateurs et spectatrices invisibles. Nous, les gauchistes, on a tendance à agir comme si les gens étaient des êtres faits de raison pure. Nous négligeons le fait que, bien que rationnels, les gens ont toujours des émotions. Et ces émotions jouent un rôle dans les croyances de ces personnes. Nous négligeons souvent qu'une fois la discussion terminée, les gens se souviennent peu du contenu de la discussion. Leur mémoire se focalise sur les impressions laissées par les orateurs. Ronald Reagan a inventé la phrase « Si c'est à vous d'expliquer, vous avez perdu ». L'astuce est la suivante. S'il est toujours en train d'accuser, nous serons toujours en position d'expliquer. Cette technique consistant à gagner en se contentant de donner l'impression de gagner n'est pas nouvelle. Elle est utilisée depuis longtemps dans l'histoire de la République française. Néanmoins, les gauchistes contemporains ont l'air d'être particulièrement sensibles à cette technique. En effet, elle joue sur l'une de nos plus grandes faiblesses. Et je le dis avec amour, le plaisir coupable de prouver aux gens qu'ils ont tort. C'est une pratique culturelle très répandue. On s'envoie des captures d'écran de nos sorties les plus éclatantes face aux rageux les plus stupides, on se les partage sur les réseaux sociaux. Ça nous fait rire, on se fait un peu mousser, on adore voir des ignorants prétentieux et xénophobes se faire remettre à leur place par des arguments bien sentis. Et souvent, dans les séries, on voit ces longs moments où un personnage a le temps de développer un argument jusqu'à finalement gagner la bataille. Pour les réseaux de droits d'auteur, la secne suivante sera entièrement bruitée à la bouche. Je ne dis pas que l'homosexualité est une abomination, monsieur le président. C'est la Bible qui le dit. Putain, mais tu fais vachement bien la cato tradi en fait. Merci. Ah mais chut, laissez la suite. Oh, ça va, c'est bon là. Plus rien faire quoi. C'est la Bible qui le dit. En effet, dans le Lévitique. 18, 22. Dans son intégralité, je voulais quand même vous poser quelques questions pendant que je vous tiens. J'envisage de vendre ma fille comme esclave. L'Exode 21.7 m'y autorise. Quel serait le prix idéal pour cette vente ?
Est-ce que toute la ville doit lapider mon frère John parce qu'il a planté des semences différentes côte à côte? Est-ce que je peux brûler ma mère pendant une réunion de famille parce qu'elle porte des vêtements faits de 2 étoffes différentes? Pensez à ces questions, d'accord? Et une dernière chose. Vous croyez peut-être à une de vos réunions mensuelles du Club des coincés du Cusignorant, mais dans ce bâtiment, quand le président est debout, personne ne reste assis. Ah, il l'a bien eu là! C'est un peu sexiste quand même. Ouais, c'est pas fou, mais bon... Ouais, en même temps, j'ai envie de dire, c'est une homophobe, elle l'a pas volé. Ouais, voilà. Les réalisatrices sont heureux de vous annoncer que le bruitage de l'épisode peut continuer normalement. La raison pour laquelle ce genre de scène est satisfaisante, c'est parce que ça donne l'impression qu'expliquer, exposer ses arguments, vous permet de gagner. Dans la réalité, tout le monde rêve d'avoir la même répartie que Philippe Poutou face à des politiciens véreux. Mais les droitards, et surtout ceux de l'extrême droite, ont appris qu'en n'ayant jamais l'air de perdre, ils arrivent à convaincre les spectateurs et spectatrices qu'ils ne perdent effectivement pas le débat. Et en faisant des phrases courtes et percutantes, le public se souviendra plus facilement d'eux que de l'explication démontrant pourquoi ils sont dans l'erreur. Ils en arrivent à se convaincre eux-mêmes qu'ils savent de quoi ils parlent. Attention toutefois, cette stratégie n'est pas propre qu'à la droite. La plupart des gens se disputent de cette manière, indépendamment de leur position politique. Cette stratégie est typique des situations où il est moins important d'avoir raison que de paraître meilleur que l'autre. Et si vous mélangez cette stratégie avec celle consistant à contrôler la conversation, voir la vidéo précédente, les réactionnaires disposent d'un cocktail puissant pour manipuler la manière de débattre chez les gauchistes. C'est devenu dangereux quand la fachosphère a commencé à utiliser ce cocktail. La discussion de tout à l'heure ne traite pas seulement du fait d'enfermer une femme dans la case du féminisme malhonnête pour la décrédibiliser et que personne ne l'écoute. Cette discussion indique également à tous les spectateurs et spectatrices dans quelle case ils doivent eux aussi l'enfermer. La stratégie étant qu'à terme, personne ne l'écoute, même si les spectateurs et spectatrices reconnaissent qu'elle n'a littéralement arnaqué personne. La question de son revenu, la question du temps de réalisation des vidéos, toutes ces questions non relatives à ses propos sont pertinentes pour amenuiser sa crédibilité et pour implanter le doute dans la tête des spectateurs et des spectatrices. Par ailleurs, cela suggère subtilement que face à une militante féministe sur YouTube, il faudrait peut-être déterminer sa crédibilité en se demandant combien d'argent elle gagne, ou encore en combien de temps elle réalise ses vidéos, et peut-être que ça empêche de se poser des questions sur ce qu'elle dit vraiment, parce que les gens qui l'écouteront auront ces faux arguments très pratiques pour lui faire perdre toute crédibilité et la ranger dans la catégorie des personnes non fiables. Ce qui a de la valeur aux yeux de la fachosphère n'est pas qui gagne un seul et unique débat. Ce qui compte, ce sont les cases. Et comment elles aident à décrédibiliser les personnes que la fachosphère vise et souhaite éliminer. La fachosphère a réussi à décrédibiliser énormément de personnes en les accusant tour à tour d'islamo-gauchisme, de wokisme, de racisme anti-blanc, de sexisme anti-homme, et ces accusations essentialisantes sont parfois plus subtiles. Par exemple, des termes comme cuck ou homme soumis deviennent des références à des hommes non virils et à une féminisation de la société. La fachosphère est une véritable usine à cases, très utile pour se débarrasser de pans entiers de la rhétorique et de la culture de gauche, et surtout très utile pour se débarrasser de celles et ceux qui ont un discours détruisant les idées de droite et d'extrême droite. Pour se débarrasser de nous, en somme, ils nous accusent d'un peu tous ces termes, réduisant ainsi notre crédibilité auprès du public qui nous verra comme des personnes dangereuses en qui on ne peut pas avoir confiance. Ces préjugés ont un pouvoir si, et seulement si, ils sont immédiatement reconnaissables par beaucoup de gens. Une autre fonction de cette stratégie agressive consiste à provoquer des débats en se montrant suffisamment irritant pour que cela nous démange d'humilier publiquement cet enfoiré. Ce qui donne à cet enfoiré un accès à notre communauté et à celles et ceux qui nous écoutent. Il s'agit de présenter un préjugé à notre public tout en le renforçant pour le leur. Et ce préjugé continue de se répandre même quand nous avons eu le sentiment d'avoir gagné le débat. Nous n'avons pas de solution parfaite pour contrer cette technique, mais nous en connaissons une qui peut nous y aider. Garder le contrôle sur ce que nous racontons. Quand quelqu'un sort du bois pour balancer des accusations, c'est un gros signal d'alerte qu'il n'est pas là pour discuter de bonne foi. Ce qui signifie que vous n'êtes pas obligé de discuter avec lui. Quand quelqu'un dit une chose fausse, vous ne pouvez pas présenter la vérité à votre communauté sans risquer de donner de l'importance au mensonge ou à celui qui le colporte.
Une explication détaillée est mieux acceptée et comprise quand elle n'est pas assombrie par une punchline assassine. Décidez vous-même comment vous souhaitez que votre communauté découvre une histoire qui tourne sur les réseaux sociaux. Et votre fierté mal placée ne doit jamais vous empêcher de supprimer un commentaire. On ne peut pas gagner un débat avec un pigeon qui chie sur les règles du débat, surtout si ce pigeon est un fasciste. Dans le climat politique actuel, ces débats ont un impact réel sur la vie des gens. De fait, il ne s'agit pas d'un match de foot. Si quelqu'un essaie de vous forcer à jouer en défense, vous n'êtes jamais obligé de jouer avec lui.